Jour J-13, avant le début effectif de la deuxième édition de Kemet Reconnexion, nous sommes sur ce plateau justement pour en parler, pour donner le programme, apporter les dernières informations et relatives et inviter, n'est-ce pas, les retardataires qui souhaiteraient encore participer à cet événement, qu'ils ont encore jusqu'à 10 jours pour s'inscrire définitivement et entrer dans le train de la deuxième vague de cette deuxième édition de l'événement Kemet Reconnexion organisé par Kemet Télévision. Je vais les accueillir parce que nous allons faire une émission très brève ce matin. Le frère Tot Abonné, Otep et bienvenue. Otep, moi Jean Yamsi, Otep, au frère Windomago. Maman connaît une besse, mina matan, mina bonne outil, mina si. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat. Otep, Sa Majesté, et bienvenue. Otep, frère Yamsi, Otep, frère Tot, Otep à la régie, Otep à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Nous sommes à J-13. Qu'est-ce qui est prévu pour... Effectivement, que Kemet Reconnexion aura lieu dans environ 10 jours. 13 jours. Dans environ, quand il dit 10 jours, parce que quand il dit 10 jours, d'ici dans 10 jours, tout serait déjà prêt sur le terrain. D'accord. Et c'est pour rassurer toujours les uns et les autres, pour les gens qui se questionnent et qui se disent si Kemet Reconnexion deuxième édition aura lieu effectivement cette année. Bien sûr que Kemet Reconnexion aura lieu. Le site est choisi, tout est déjà choisi, on est déjà prêt. Maintenant, s'il y a des retardataires, ceux qui veulent le faire et qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'inscrire, c'est pour d'abord les rassurer, leur dire que les listes d'inscription sont toujours ouvertes, donc ils peuvent toujours se manifester. Et en 2 ou 3 jours, ils peuvent toujours avoir le visa camerounais. Il suffit simplement qu'ils se manifestent, on va les accompagner pour le reste. Voilà. Le coup d'envoi sera donné le 28 juillet, mais nous attendons les gens à partir du 27, les candidats à partir du 27 juillet 2027, donc dans pratiquement 13 jours. Oui, effectivement, d'autant plus que nous avons pris le temps de communiquer dessus, je crois, depuis le mois de... Après la première édition, là, depuis décembre, janvier, février, mars. À travers même la bande d'annonces qui passe tous les jours. Voilà. Et il est vrai que nous avons eu un imprévu concernant la journée de la fête nationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Kemet Reconnexion avait été repoussée. Et nous n'avons pas pris compte de cela, nous n'avons pas tenu compte de cela lorsque nous sommes sortis de la première édition. Et c'est après que nous nous sommes rendus compte que, en approchant les autorités publiques, elles nous ont fait comprendre que c'est une période sensible, où un certain type de rassemblement n'est pas autorisé. Et c'est la raison pour laquelle l'événement a été ajourné au 28 juillet 2025. Donc effectivement, nous sommes déjà dans le compte à rebours, mais les gens ont encore l'opportunité de s'inscrire et de participer à l'événement en question. D'accord. Il faut dire que cet événement se tiendra du 28 juillet 2027 et ce jusqu'au 11 août 2025 également. Nous irons, n'est-ce pas, accueillir ceux des participants inscrits pour cette deuxième édition de Kemet Reconnexion à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour les loger justement dans le village de la Reconnexion. Mais avant d'y arriver très rapidement, il faut quand même dire que il faut aussi faire une mise au point parce qu'il y a des informations qui circulent selon lesquelles... Oui, c'est vrai qu'on a été abordé par certaines personnes qui ont dit que pendant la première édition, pendant les initiations, il y a quelqu'un qui a eu la folie. C'est faux et archi faux. Il y a les initiés, il y a des gens qui étaient venus et qui sont devenus aujourd'hui des initiés. Et ils peuvent se renseigner auprès de ces gens qu'il n'y a pas d'incident, rien à signaler. Tout a été déroulé dans les normes. Parce qu'il y a un frère de l'autre côté qui voulait le faire et finalement il a dit qu'il n'a jamais mis pied en Afrique et que les pseudo-initiés de la diaspora
lui ont interdit de participer à des événements en Afrique et les initiés kamites de la diaspora. Et j'espère que tout à l'heure le frère Toto va revenir sur cela dessus. Et on a aussi enregistré des choses où les gens nous comparent à certaines initiations, comment dirais-je, à certaines confréries initiatiques infiltrées qui sont basées sur le syncrétisme avec le mélange de la Bible et autres. Et je ne vais pas dire le nom ici. Peut-être avec d'autres émissions, nous allons revenir sur parlant de Simon Kimbangu. Voilà, bien sûr. Bon, en fait, je ne voulais pas trop en parler parce que ça ne fait pas partie du débat. On aura le temps de déchiffrer certaines choses. Ce que nous faisons ici n'a rien à voir avec. Et on ne peut pas parler d'initiation en Afrique sans faire recours aux techniciens, aux scientifiques de l'initiation de l'initiation de l'Afrique. Donc c'est ce que je peux simplement dire. Ça me fait rire tout simplement parce que frère, c'est tellement ridicule. Parce que les 4 groupes initiatiques inscrits au programme sont bien connus. Que ce soit le Movongo essentiellement pour les femmes, que ce soit le Mbon, que ce soit le Fa et que ce soit le Mbok. Nous avons largement communiqué sur ces groupes initiatiques et nous avons donné également l'opportunité aux uns et aux autres de se renseigner véritablement sur ces groupes initiatiques avant de s'y inscrire justement. Mais on se rend compte qu'il y a un sabotage et beaucoup plus sur certains pseudo-kamites, je préfère le dire comme ça, sur certains pseudo-kamites qui sont des francs-maçons à l'étranger qui trouvent que tout ce qui est organisé en Afrique est nul et de nul effet. Frère. Oui, je vais d'abord commencer avant d'aborder les frères de la diaspora. Parce qu'il y a aussi certains frères de la diaspora qui sont venus en Afrique faire de vraies initiations. Donc je vais nuancer quand je vais aborder la question des frères de la diaspora. Je commence d'abord sur la terre africaine. Nous avons ce que les autres appellent confréries initiatiques, mais que nous appelons groupes initiatiques, tels que le Buiti et tels que les groupes initiatiques du Congo qui ont été infiltrés par l'église catholique et par la franc-maçonnerie. Je prends le cas principal de Simon Kimbangu. Kimbangu, c'était un héros en ce qui concerne le combat contre l'impérialisme occidental. Mais il demeure même toujours un héros. Mais il a été confronté à ce que beaucoup de groupes initiatiques africains ont été confrontés, notamment les répressions de l'église catholique. Voilà. Et ces répressions ont poussé jusqu'au dernier retranchement les groupes initiatiques authentiques de l'Afrique traditionnelle. Et ont même démantelé même ces groupes. Avec certains initiateurs et certaines initiatiques dans les groupes initiatiques féminins ont commencé à fonctionner de manière isolée. Et les uns et les autres ont été stigmatisés même par le peuple, parce qu'à la longue, quand le peuple a commencé à ingurgiter donc ce poison spirituel qu'on appelle le christianisme, et ce peuple, y compris l'islam bien évidemment, se retrouvait entre deux chemins, où on a passé le temps à diaboliser leur spiritualité et leur tradition, et on leur présente ce qui leur a été imposé, où on coupait les mains, où on coupait les langues, où on égorgeait les gens, où on pendait les gens, pour notamment le christianisme et l'islam, pour les obliger à accepter cela. Plus tard, par accommodation dans l'aliénation, de génération en génération, jusqu'à une certaine génération, les gens ont commencé à adopter ce modèle de spiritualité répressif, notamment le christianisme et l'islam, comme une véritable voie pour le salut. Encore qu'on leur a toujours présenté la Bible et le Coran comme les textes issus de l'inspiration divine. Ces mêmes noirs amnésiques de leur véritable histoire, parce que je ne suis pas sûr que Kimbangu connaissait les textes des pyramides. Il ne connaissait pas les textes des sarcophages. Il ne connaissait pas le livre de sortie à la lumière. Puisque s'il en savait, il allait opposer aux Blancs que avant votre livre-là, nous on avait déjà écrit. Mais il était un initié, un vrai. Il faut avouer quand même que c'était un vrai initié. Parce que tout ce qu'il faisait, d'abord lutter contre l'impérialisme, avoir les dons de téléportation et tout. Il a su résister des disparitions, il avait tous ces dons-là.
Ça veut dire qu'il a vraiment été initié dans des écoles traditionnelles authentiques. Mais alors, sous le joug de cette répression religieuse, il est arrivé qu'il s'est fait même baptiser de manière obligatoire pour adopter le nom Simon, parce qu'il l'a refusé pendant un bon bout de temps. Et après donc sa mort, malgré la lutte héroïque et autres qu'il a eu à mener, l'Église catholique a récupéré le personnage et avec des nègres aliénés qui sont devenus des prêtres et des évêques, avec la connivence des prêtres blancs du Vatican, ils ont créé en marge de lui quelque chose d'hybride pour dire qu'il est la réincarnation du Christ. Et ça rejoint exactement le même mouvement que nous dénonçons ici en Afrique actuellement, notamment les Black Hebrews. Et à mon profond désarroi, j'ai constaté tout récemment que quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, notamment Julius Malema de l'Afrique du Sud, il dit que lui, c'est lui les vrais Hébreux, qu'il fait partie des vrais Hébreux. C'est là où j'ai commencé à dire que mais Julius Malema. Donc tout le combat que tu mènes là, sur le plan philosophique, tu es à ce niveau-là. Donc en réalité, c'est les gars qui ne maîtrisent pas les tréfonds et les arcanes de l'égyptologie traditionnelle. Je ne parle pas de l'égyptologie telle que présentée par les Blancs. Je ne parle non plus pas de l'égyptologie présentée par les Afro-Américains, dont on connaît les acquaintances avec le Prince Hall Freemasonry. Tous ces Noirs américains sont des francs-maçons. J'ai fait une déclaration officielle ici, jusqu'à ce qu'on vienne me démontrer le contraire, puisqu'ils valident la Kabbale hébraïque. Ils valident les rites maçonniques qui disent que Memphis, Mizraïm, c'est les rites de l'Égypte pharaonique, alors qu'on sait que ce sont les kabbalistes qui ont déformé et dénaturé les rites initiaux de l'Égypte pharaonique. Ils disent qu'ils se réclament des initiations de Delphes, de Samothrace, parce que Platon, Pythagore, Thalès, ils ont fréquenté en Égypte, donc ils ont gardé ce qu'ils ont étudié en Égypte. Moi, je dis c'est faux. J'ai fait plusieurs émissions là-dessus. Je peux énumérer ces émissions pour que les gens repartent sur. Et d'ailleurs, j'ai reçu les attaques de ces afro-descendants. Mais lorsque je leur ai demandé de me poser des arguments scientifiques basés sur les textes hiéroglyphiques, sur le symbolisme, en accord avec la spiritualité négro-africaine et en accord avec les langues parlées en Afrique, personne d'entre eux n'a eu le courage d'ouvrir encore sa bouche une fois. C'est la même confrontation que j'ai eue tout récemment avec certains linguistes qui veulent nous ramener jusqu'au panthéon grec et nous dire qu'Amon c'est Zeus, c'est-à-dire qu'Amon est aussi homosexuel comme Zeus, des choses comme ça. Ce syncrétisme-là. Je leur ai opposé des arguments solides, notamment sur la dernière mission qu'on avait faite intitulée Osiris, instrument de manipulation du système septien. Ces gens, tous ces gens qui ont suivi cette émission ont compris qu'il y a des choses sur lesquelles on ne débat pas. Et revenant donc sur ces afro-descendants, noirs américains, ils disent que tout, la franc-maçonnerie est d'origine africaine. La Rose-Croix à Morgue est d'origine africaine. La Rose-Croix d'Or est d'origine africaine. Le mouvement gnostique, la gnose de Samaël, tout ça est d'origine, le christianisme est d'origine africaine et l'islam est d'origine, encore même qu'il y a certains linguistes qui continuent de persévérer dans cette bêtise-là. En faisant la similitude entre la langue arabe et les Voilà. Ils disent que Allah sera, alors qu'on connaît très bien la généalogie, c'est-à-dire la linguistique historique de l'expression Allah, du mot Allah. Parce que le mot Allah a une histoire qui remonte jusqu'au panthéon chimérien. Et comme ces gens n'ont donc pas ce pan de culture, ils peuvent même avoir ces lueurs de connaissances, mais à cause d'une certaine complicité avec certains clergés et certains intérêts qui recherchent le sponsoring, parce que c'est là l'honneur de la guerre. Quand tu es sponsorisé par certains lobbies, mais bien évidemment, tu es obligé de produire des résultats scientifiques bancals et biaisés et qui vont dans une tendance syncrétique. Donc, tous les afro-descendants qui disent qu'ils sont des initiés, qui n'ont jamais mis pied en Afrique, sont des pseudo-initiés. Parce qu'ils basent leur affaire là pour dire que les rites de la franc-maçonnerie, ce sont les rites de l'Égypte ancienne. Donc, tous les afro-descendants qui n'ont jamais fréquenter un groupe initiatique traditionnel authentique qui est resté pur et authentique. Pas qui a été infiltré par le christianisme ou l'islam ou la franc-maçonnerie ou toutes ces choses, mais qui est resté authentique, ne devrait jamais prétendre appartenir aux initiations traditionnelles qui remontent à l'Égypte pharaonique. Et je pense que j'ai fait une émission dessus sur Kemet Télévision intitulée
comment la spiritualité égyptienne a été falsifiée. Cette émission, je l'ai faite avec le frère Nyansi. Et on est revenu pour attaquer Roger Saba, le kabbaliste, dans l'émission Dernier discours de Benga, enjeux et perspectives. Qui est venu donner une conférence en Afrique et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Voilà, donc ces deux émissions peuvent déjà vous servir de point d'appui pour comprendre quelle est la vraie position de la pensée africaine, de la vision africaine du monde, face à la Kabbale hébraïque, face à la franc-maçonnerie, face au mouvement rosicrucien et gnostique. Donc je reprends les deux émissions. Comment la spiritualité égyptienne a été falsifiée. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Et deuxième émission, Osiris, instrument de manipulation. Non, la deuxième émission, c'est Discours de Benga, enjeux et perspectives. Et la troisième émission, toujours qui va dans ce sens, Osiris, instrument de manipulation du système septien. Chez le frère Mobali Makassi, j'ai fait une émission intitulée Lumière sur la franc-maçonnerie dite égyptienne. J'ai fait acte 1 et acte 2. Et ensuite, j'ai fait deux émissions sur le papyrus Chester Beatty, la dimension mystique du papyrus Chester Beatty. Et j'ai fait une autre émission intitulée Introduction au satanisme judéo-christiano-maçonnique. Donc, autant d'émissions que les gens peuvent aller suivre en ligne sur YouTube pour comprendre quelle est la vraie position de la spiritualité africaine face à tous ces mouvements qui ont été créés par des Hébreux. Donc, en réalité, tous ceux qui ont décidé de s'allier à la divinité Seth et qui continuent de vouer aujourd'hui le culte à Seth. Nous nous désolidarisons donc, pour terminer par là. Mais on se pose quand même la question de savoir si les gens suivent ces émissions-là avec le tibia pour ne pas comprendre le sens et le fond et faire même des études comparées pour essayer de voir si effectivement ce qui est dit ici n'a rien à voir avec la réalité quand même aussi. Je me dis aussi que peut-être certains n'ont pas eu la possibilité de tomber, mais on vient de donner les titres. Parce qu'il faut parfois suivre une émission 2 à 3 fois pour comprendre véritablement le sens et la profondeur. La profondeur de la chose. Exactement. Donc nous disons, il y a certains frères kamites qui sont venus faire des initiations ici en Afrique. Je peux prendre l'exemple du frère Mobali Makassi, qui est venu ici à plusieurs reprises et qui va même parfois aussi au Congo. Il y a certains de nos sœurs du Congo aussi qui sont venus ici faire des initiations. D'autres qui partent notamment au Mali, faire des initiations, etc. Mais peut-être certains sont aussi initiés auprès de du doyen Ndoumbi Fakoli, auprès de Korenjo Missa Doumbia, qui est intervenu ici la semaine dernière. Ceux qui viennent en Afrique et qui se retrouvent auprès des vrais initiés, ou alors chez les Baka, etc., etc., ils rentrent en ce moment, ils peuvent dire au moins que je suis allé là où on ne parle pas de Jésus, là où on ne parle pas de la Bible, de la Bible, où on ne parle pas de l'arbre de Séphiroth, des choses comme ça. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il y a encore des groupes initiatiques en Afrique authentiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait ces émissions, pour montrer qu'il y en a encore. Et notamment le Mbon, le Movungu, le Fa et le Mbok. Donc nous avons sélectionné les gens et on a travaillé avec un groupe initiatique ici. À un certain moment, on a trouvé ce syncrétisme et on s'est séparé de ce groupe-là. Donc pour monter notre niveau de rigueur, au moins ce résultat chronologique à travers les événements qui se sont succédés peuvent servir de leçon. Exactement. Voilà ce qu'on pourrait dire. Exactement. On ne parlait pas également des sodomiseurs de Jésus. Voilà. Voilà. Donc pour parler par exemple du Fa, on a fait plus d'une émission ici où tu as expliqué l'origine, le fonctionnement et les finalités de cette spiritualité. Non sans parler de Tara Asuzo qui l'année dernière, dans le cas de Kemet Reconnexion première édition, a surpris plus d'un, parce que dans l'imagerie populaire, on a l'impression que les maîtres initiateurs ne connaissent que tout ce qui est initiation en brousse et autres, mais beaucoup ont été surpris de son caractère intellectuel. Même dans la conférence, il a fait une intervention de la chose. Sans parler de Bombok Mandeng et tous ces Bombok Bassa, les vrais Bombok Bassa. Qu'est-ce que nous avons encore véritablement à prouver pour que les gens continuent ce travail de sable qu'ils font? Le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de nos initiés, bien sûr, qui font le vrai travail, mais qui ont un problème en fait de littérature, de culture parce qu'ils ne maîtrisent pas trop la littérature, la philosophie, même l'histoire de ce qu'ils pratiquent, parce qu'ils ont grandi à côté de leur papa, à côté de leur grand-père, ils ont vu faire. Et ils ont fait. Bon, en fait, aussi au sein d'une société sous influence culturelle étrangère. Oui. Donc ils ne maîtrisent pas trop en fait toutes les valeurs que nous venons de citer. Donc ceux-là sont tellement faciles à être manipulés. Quand quelqu'un vient avec la Bible
la personne essaie de les convaincre que voilà ce que tu fais, parce que je connais beaucoup de prêtres du Fa qui se sont laissés, qui sont tombés si bas en comparant le Fa à la Kabbale, tel que le grand frère Kwasi Sylvain, que pour lui le Fa égale Kabbale. Ça c'est très faux et archi faux. Et si l'occasion, j'espère que l'occasion va le permettre un jour, on va se rencontrer face à face, on va lui démontrer de A à Z que le Fa n'a rien à voir avec la Kabbale. Il y en a beaucoup qui trouvent, il y a beaucoup de prêtres du vaudou qui s'inspirent des versets bibliques pour justifier, pour pouvoir expliquer leur pratique. Alors que déjà, dans ce qu'ils font, il y a une école. Voilà pourquoi ceux qui ont véritablement fait le couvent ne peuvent jamais parler ainsi. Ceux qui ont véritablement fait le couvent. Maintenant, quand on parle d'initiation, les initiations qui s'organisent dans la diaspora, au sein de la diaspora, c'est vrai, il y a beaucoup d'Africains qui viennent se faire initier. Presque tous les mois, je reçois des gens qui sortent un peu... De façon individuelle. De façon individuelle pour se faire initier, soit au vaudou ou bien se faire initier pour le Fa. Se faire initier pour le Fa, c'est autre chose que de se faire initier au vaudou. Quand on dit au vaudou, j'ai toujours dit, il y a le vaudou et les vaudous. Et les vaudous, d'accord. Donc, il y a des gens qui viennent. Mais quand tu viens te faire initier en tant qu'adepte, cela ne te donne pas le droit de devenir un initiateur. Que tu ailles t'installer en Europe et que tu crées un temple et tu commences par initier les gens. Il faut d'abord avoir le couronnement de l'initiation pour commencer par initier les gens. Quand tu viens en Afrique une fois, par exemple, je viens en Afrique, je me fais initier au Fa, je deviens un adepte du Fa. Bon, j'ai la connaissance du Fa, on m'a initié au Fa, je me connais. Mais cela ne fait pas de moi un Bokono. Il faut en fait l'initiation qu'il faut. Il faut faire l'initiation qu'il faut pour être Bokono, être un prêtre du Fa, avant d'aller faire... même tous les Bokono ne peuvent pas faire l'initiation au Fa. Retenons aussi que ce n'est pas tous ceux qui jettent le chapelet du Fa, le Agumangan, le Okpele, qui peuvent initier les gens. Parce que pour initier quelqu'un au Fa, il faut d'abord connaître ce qu'on appelle le Fa. Il faut que tu aies ce qu'on appelle Assign. Mais si tu ne l'as pas, tu ne peux jamais faire une initiation. Donc ceux-là qui partent et qui deviennent des initiateurs, il faut que les gens fassent un peu attention. Et généralement, vous allez voir que ce sont ceux-là qui ont vu faire et qui ne connaissent pas, qui sont venus en Afrique. Quelqu'un peut venir, les gens sont venus aller chez le Tara à Souzok. Peut-être qu'arrivés là-bas, ils vont dire qu'ils sont devenus les Assouzok et qu'ils vont initier les gens. Vous voyez, donc ce sont des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Donc, nous devons beaucoup faire attention parce que celui qui ne maîtrise pas, qui a juste appris quelques bribes de cette connaissance noble et qui part, n'ayant pas d'argument nécessaire, celui-là peut seulement se coller à ces documents, des documents de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, et de la Bible, du Coran, pour pouvoir enseigner et éduquer les gens. Parce que quand tu inities quelqu'un, il faut l'accompagner avec la philosophie de ton initiation, avec les pratiques de ton... Et si tu ne connais pas, peut-être que tu as évolué dans la franc-maçonnerie, tu as évolué dans l'église chrétienne, tu as évolué dans la Rose-Croix, et tu ne connais que ça. Même au Cameroun, ici, nous connaissons beaucoup de gens qui se disent grands maîtres, qui se disent avatars. Mais quand on parle là-bas, tout l'enseignement qui est dispensé, c'est la Rose-Croix, ou bien c'est la franc-maçonnerie. Donc, il n'y a pas cette confrérie authentique de l'Afrique, ou bien ce groupe initiatique authentique de l'Afrique, qui va se baser sur les enseignements bibliques ou coraniques, ou bien maçonniques, soit rosicruciens, pour éduquer ou bien initier quelqu'un. Ça n'existe pas. Si vous allez quelque part où on vous parle de Jésus-Christ, on vous parle de croix, ou bien vous voyez Dieu le Père, Dieu le Saint, ou bien le Saint-Esprit, fuyez, il n'y a pas ça en Afrique, ou bien de Moïse. Donc il n'y en a pas. Est-ce que un candidat à l'apprentissage à l'auto-école peut au préalable dire à son moniteur comment est-ce que lui, il veut être instruit à l'apprentissage de la conduite? Je pense que quand
quand tu t'inscris dans une auto-école, c'est parce que tu as la conviction, la certitude que en apprenant à conduire, ça t'aiderait plus tard. Et il y a un temps précis pour l'apprentissage avant l'obtention du permis. Ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois en fonction de tes dispositions. Bon, maintenant, une fois même que tu as ton permis, tu peux avoir ton permis et tu ne roules que dans la ville. Le jour où tu veux prendre l'axe lourd, forcément, tu vas faire recours à ton moniteur pour qu'il te donne davantage de conseils parce que la conduite à l'axe lourd est différente de la conduite dans la ville. Comment est-ce que les gens peuvent nous contacter? Parce qu'ils sont souffrants. Maintenant, quand on leur fait une prescription, ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on sacrifie les animaux. Mais si vous ne voulez donc pas qu'on sacrifie les animaux pour votre traitement, il faut donc aller voir les gens qui le font sans les sacrifices d'animaux. Mais sauf que une fois que ça ne donne pas, il ne faudra pas rentrer comme on les voit tous les jours, que ça n'a pas donné frais. Encore que les groupes initiatiques que nous avons, c'est-à-dire ne maintiennent pas indéfiniment les candidats à l'apprentissage, à l'initiation. Après un certain temps, ils sont libres, mais ils peuvent toujours faire recours à leur maître initiateur pour des conseils et autres. Parce que c'est parfois un peu blessant, en instant frère, c'est parfois un peu blessant que de faire des sacrifices, comme nous faisons depuis pratiquement 3 ans, et que les gens contribuent à saper le travail que nous faisons ici à Kemet Télévision, et même dans le cadre des initiations quand même. Déjà, en ce qui concerne le sacrifice d'animaux, même dans leur Bible sur laquelle ils s'appuient, ils disaient qu'ils ne sont pas dans l'Ancien Testament, que c'est dans l'Ancien Testament qu'on sacrifiait les animaux. Mais dans le Nouveau Testament, ce sont même des sacrifices humains. Puisque voilà. Jésus verse le sang pour sauver l'humanité de ses péchés. On boit son sang tous les jours. Voilà. Donc ils refusent les sacrifices d'animaux pour faire la promotion des sacrifices humains. Parce qu'en réalité, ils disent quoi? Quel est l'argument? C'est que nous avons en nous tout ce qui existe dans la nature. Donc si je veux sacrifier la chèvre, je cherche la chèvre à moi et je la sacrifie. Mais c'est même gens qui tiennent ce genre de discours. Ignorent que la chèvre a des caractéristiques propres à la chèvre. Le bélier a des caractéristiques propres au bélier. La poule ou le coq a des caractéristiques propres aux oiseaux. Maintenant, l'homme fait partie d'une échelle animale. Il faudra aussi qu'on nous dise que l'homme a le bec. Où est le bec de l'homme? Ou bien les pattes des chèvres. Ou l'œsophage, ou les pattes des chèvres. Oui, on va nous dire que non, l'homme a les ailes. Bon, ça, les cornes de bélier alors. Les cornes de bélier maintenant. On va dire que non, ça c'est le chakra, les deux centres d'énergie qui sortent au-dessus de la tête, etc., etc. Vous voyez, on est dans un système de manipulation. Quand on fait un sacrifice d'un animal, c'est pour quelque chose de spécifique. C'est pas pour rien que l'Inde a 6 écoles philosophiques. Nous avons le yoga, nous avons le bouddhisme, nous avons le samkhya, nous avons le jainisme, nous avons la bhakti, nous avons le brahmanisme. Le tantrisme entre dans le registre du yoga. D'accord. Voilà. Donc, nous avons ces 6 darshanas. Dans le brahmanisme, c'est généralement ce qui rentre dans la tradition hindouiste, vulgaire, populaire. Il y a des sacrifices d'animaux là-bas. Dans les hymnes du Rig Veda, du Yajur Veda, de la Tarva Veda et du Sama Veda, quand on les lit, on se rend compte que c'est les traditions les plus archaïques de l'Inde. C'est plus tard, quand le jainisme arrive, qui disent que non, la non-violence, il ne faut pas faire du mal à un animal, il ne faut pas faire ceci. Bon, j'ai dit donc à cela qu'il ne faut pas faire du mal à un animal. Quand vous marchez, vous voyez les fourmis, le nombre de fourmis que vous tuez. D'abord, même quand tu es malade et tu prends un antibiotique, le microbe que tu as dans ton sang, c'est un être vivant. C'est pas un être vivant. Voilà. La respiration là, tu avales des centaines, des milliers et des milliers de microbes. Les végétaux dont tu nourris, tu ne les tues pas. Tu ne les tues pas. Donc, c'est des vendeurs d'illusions. Quand tu tues un végétal, les microcorps, voilà. Les micro-organismes qui se servaient de ce végétal-là pour se nourrir. Pas que tu les as tués. Voilà. Donc c'est pour dire que pour moi c'est des doctrines philosophiques très limitées. Parce que je ne pense pas, je ne vois pas un seul homme sur terre qui va marcher sans écraser une fourmi. Bon, les Indiens pratiquent-ils l'agriculture, vrai ou faux? Si. Quand ils pratiquent l'agriculture, en labourant le sol, combien de vers de terre tuent-ils? Combien d'insectes tuent-ils?
Voilà. Même les serpents. Voilà. Même des serpents. En Inde, la dose de la consommation de la viande. Voilà. J'y étais. Voilà. Quand j'étais les jainistes, j'étais dans le Sahara Yoga. les jainistes disent qu'ils sont... Bon, est-ce que cette viande-là ne vient pas directement du ciel? Et alors, en fait, tu sais, en Afrique, non. Les jainistes disent qu'ils sont des végétaliens. Oui. Mais on est encore toujours que dans le végétal, vous tuez le végétal. Parce que ceux-là ne Vous comprennent même nourrir. pas que le système végétarien a été imposé à l'Africain pour l'affaiblir, Voilà. pour qu'il n'ait pas le temps. Le système le système végétarien, c'est la même chose avec les carèmes dans les églises, Voilà. où le pasteur, le prêtre On appelle ça la pénitence. impose un régime à son adepte et qu'il soit faible, qu'il n'ait pas le temps, parce que en fait le cerveau est beaucoup plus alimenté par les protéines, que ce soit au niveau du végétal ou bien au niveau des végétaux. Maintenant, quand on leur impose de pareils systèmes, ils sont le carême par Ils exemple. deviennent des Mais oui, efféminés. tu ne manges pas du matin jusqu'au soir. Et tu sais déjà quand tu n'as pas mangé et tu as faim, quand on te demande, tu pars à l'école, on te demande même de réfléchir ou bien de faire un exercice. On ne peut pas réfléchir. Donc tout ce qui te dit, tu y crois. Maintenant, en Afrique, il y a des gens, on avait même fait, entre nous, à trois ici, on avait fait une émission pour attaquer ça. Les gens qui disent qu'il ne devrait pas y avoir de sacrifice de sang ou bien de sacrifice des animaux. J'ai même fait une émission sur les rituels sacrificiels. On avait fait une émission pour attaquer même un frère qui utilise jusqu'à ce jour le nom du vaudou. Et un Togolais qui a beaucoup vécu. Et qui demande aux gens et sang. qui demande qu'on ne doit plus faire à l'aide du verseau. Et à l'aide du verseau, on ne doit plus faire les rituels sacrificiels à partir des animaux et que l'être humain doit pouvoir utiliser son sang. Donc, vous voyez un peu. Or, celui-là se cache pour aller laver son phare. Il a le phare. Hein. Le gars dont je parle a le phare. Il part voir son boucon pour laver son phare. Et quand on lave son phare, les rituels sacrificiels qui s'affichent, qu'il me dise comment son boucon lave son phare. Vous comprenez un peu. Et les gens ne se posent pas ces questions. En fait, ce sont même ces gens qui ont beaucoup plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et la majorité des gens qui disent ça comprennent que ce sont ces gens qui appartiennent à des ordres qui sont en fait, qui ont suivi beaucoup d'enseignements à travers les réseaux sociaux de ces gens-là. Voilà. Par exemple, Sylvain Kouassi dit qu'on ne doit pas faire le phare en tuant les animaux. Il a appris ce phare-là où et comment. Et quand il prend un signe, comment il connaît? Quand on dit ce signe est accompagné de telle et telle divinité, comment il part? C'est vrai que toutes les divinités ne prennent pas les animaux, mais les divinités qui prennent les animaux pour évacuer les zones d'ombre, il fait comment? La nouvelle stratégie qu'il utilise à travers la Kabbale, qui le lui a enseigné, qu'il vienne me montrer là où ça a été inscrit dans les enseignements du phare, dans les 256 combinaisons du phare, ou bien qu'un bocon, là où un bokono du Bénin, ou bien un bokono du Togo, ou bien du Nigeria et du Ghana, d'un peu partout, lui a dit ça, qu'ils viennent avec les supports. Et nous aussi, nous allons venir avec les supports. Et on va en discuter. On va juste en discuter. Voilà. Il nous reste 5 minutes, 2 minutes et demie chacun. Les pygmées, qui sont les premiers êtres sur cette terre, jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, continuent de limer leurs dents parce qu'ils mangent des animaux qu'ils en tuent. Voilà. Et en termes de spiritualité, il n'y a pratiquement pas son équivalent, que ce soit sur le plan du traitement et autres. Même de l'élévation spirituelle. Mais quel contraste. Moi, je travaille avec les Baka depuis 7 ans déjà. Tout le monde est au courant. Et parfois, je vais là-bas, je fais une semaine en forêt. Mais le problème que les gens ne comprennent pas, c'est que on interdit la consommation de la viande parce qu'on dit que ça a des toxines. Mais les musulmans, les nordistes, c'est pour ça qu'ils mangent beaucoup d'oignons pour évacuer ces toxines. Donc les pygmées ont leurs plantes pour purifier leur sang. Donc en fait, le problème que les gens ont, c'est parce que comme ils ne connaissent pas, ils veulent borner la connaissance à leur portée, c'est-à-dire à leur niveau de compréhension des choses. Je dis et je martèle, chaque rite traditionnel en Afrique a un sens, une signification et une portée mystique, mystico-ésotérique. Donc, un peuple qui a vécu sur Terre, qui a été conscient depuis 300 000 ans, et qui a élaboré un système rituelique, aujourd'hui, un peuple qui vient d'arriver vient lui dire que non, vraiment, nous, on sort du cœur de Yahvé ou de Allah. Et que nous, on dit que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus ce que vous faites là. On leur dit, l'Afrique a connu
25 000 ans de cycle astronomique, y compris dans l'âge du Verseau. Et si l'Afrique a élaboré ses rituels, elle a compris la portée de chaque rituel, à toutes les époques, pas qu'à l'âge du Verseau, on ne sacrifie plus le sang. Mais ces mêmes gens qui disent qu'on ne sacrifie plus le sang, combien de sacrifices humains font-ils dans leur grade pour accéder au grade supérieur? Ils le font en cachette, mais ils disent à leurs fidèles de ne pas sacrifier. Nous, on ne sacrifie pas les humains, on fait des rites d'expiation avec les animaux. Ce n'est pas pour dire qu'on tisse des pactes avec des entités qui débordent notre égrégore. Nous sommes liés à ce qui nous est propre, c'est-à-dire notre égrégore naturel, nos ancêtres, nos génies tutélaires. On ne tisse pas des pactes avec des génies dont on ne maîtrise ni la vibration, ni même la signification du nom. Les gens qui entrent en contact avec Belzébul, Bélial, les kabbalistes là, hein, frère, Dieu qui nous disent maintenant si Bélial et Belzébul sont connus par leurs ancêtres. D'accord, peut-être pour terminer avec Kemet et Reconnexion, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui se sont déjà inscrits? Qu'est-ce qu'on dit aux retardataires? Tout ce qu'on dit à ceux qui se sont inscrits, c'est que rassurez-vous, on a commis des erreurs à la première édition, c'était une introduction. Et on se rôde au fil du temps, il y a des choses qu'on corrige au fur et à mesure. On sera davantage, de plus en plus rigoureux, de plus en plus regardant sur certaines choses. Et comme les gens ont été satisfaits à la première édition, les gens seront davantage satisfaits à la deuxième édition. Et au fur et à mesure, on est en train de recenser d'autres groupes initiatiques pour enrichir en réalité la plateforme initiatique et l'éventail. Donc que les gens se rassurent, tout se passe bien. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas être là la prochaine, cette fois-ci, peuvent donc se préparer pour la prochaine édition, la troisième édition, et davantage les choses iront en se perfectionnant. D'accord. Voilà. Bon, toujours dans ce sens, et retenons déjà qu'en Afrique, on ne mange même pas les animaux, on ne consomme pas les animaux n'importe comment. Et on ne sacrifie pas les animaux n'importe comment. Déjà que nous connaissons nos interdits totémiques, nous connaissons nos interdits alimentaires, et c'est ce que nous demandons à tout un chacun de nous, à connaître ce qu'il te faut. Si je vois que dans mon alimentation, je ne dois pas manger le coq, c'est que mon enfant ne peut pas le coq, parce que nous ne sommes pas constitués de la même manière. Exactement. Sur le plan spirituel. Et maintenant, ceux qui disent que non, les temps ont changé et que la spiritualité a évolué, en Afrique, il y a des choses qui se faisaient parce que c'est le discours que ces gens-là tiennent. Il y a des choses par rapport au fonctionnement cyclique de la vie qu'il faut laisser, qu'il faut évacuer. Je vais leur poser une seule question. La spiritualité authentique est basée sur quoi? Sur l'harmonie avec les 4 éléments de la cosmologie. Il y a d'autres éléments qui se sont ajoutés. Bon, il y a toujours d'autres éléments, mais qui ne font pas trop partie des éléments fondamentaux. Mais quand je prends les 4 éléments fondamentaux, jusqu'à ce jour, que ce spirituel ou bien ce maître, ce grand maître, ce super grand maître, me disent que avec le temps, l'eau a changé. Voilà. Avec le temps, le feu a changé. Avec le temps, la terre a changé. Avec le temps, l'air a changé. S'il arrive à me démontrer ça, alors je vais m'inscrire dans ça. Que le soleil a même changé. Voilà, justement. Oui, parce que quand je parle du feu, donc je parle du soleil. Voilà. Voilà. Donc maintenant, concernant Kemet Reconnexion, nous demandons à tous ceux qui se sont déjà inscrits de commencer par nous envoyer leur plan de vol et qu'on puisse s'organiser pour aller à l'aéroport. Donc que chacun envoie son plan de vol pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne les laisse pas à l'aéroport et qu'ils cherchent déjà à contacter des gens avant pour nous rejoindre. Donc dès l'instant, ils peuvent déjà nous envoyer leur plan de vol. On va enregistrer ça. C'était tout pour ce matin dans le cadre de cette édition spéciale de Kemet Reconnexion. Le kick-off sera donné le 28 juillet 2027 et à partir de 2025, autant pour moi, et à partir du 27 déjà, les délégations seront récupérées, n'est-ce pas, à l'aéroport de Yaoundé International Simalène et installées au village de la Reconnexion, lieu choisi pour la circonstance. Mais il est important de rappeler que pour tous ceux des retardataires qui souhaiteraient encore participer à cette deuxième édition, peuvent nous contacter via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran et on leur donnera des informations complémentaires. Bien des choses à vous, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Restez toujours en compagnie des programmes de Kemet de télévision. Rendez-vous est pris demain pour Sagesse Kamit 3 Fotep et à très bientôt.